Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va faire une petite réac de Morgan Charrière. Il y a 2 semaines, il a fait une vidéo sur Légende où il est revenu sur plusieurs points de sa vie, sur sa carrière, etc. Et je ne l'ai pas vu, d'accord? Donc on va la regarder ensemble. J'ai vu que des extraits. J'ai vu un extrait, je crois, c'était sur TikTok, où il parle, ou une fois où il s'est embrouillé. Ils étaient, lui et un pote, et je crois que c'était à l'UFC Paris, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont embrouillés avec 5-6 mecs à cause d'une meuf, genre il y a des mecs qui prenaient la tête à deux meufs, etc. Ils étaient un peu éméchés, etc. Et eux, ils sont intervenus. Et elle explique que son pote, il fait aussi du MMA, il est chaud. Il aime bien, lui, il va à la bagarre, etc. Donc ils sont revenus sur ça. Donc j'avais vu ce passage-là, et je me suis dit, vas-y, on va regarder l'interview ensemble pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà, les amis, vu que c'est une nouvelle chaîne, je compte sur vous. Commentez, likez, vous mettez en commentaire Morgan Charrière, une pas de MMA, tac, ou ce que vous voulez, quoi. Ce que vous voulez, la famille. Et vous likez, s'il vous plaît. Ça m'aide pour le référencement. Donc let's go, la famille. Donc c'était un combat en Ukraine. Et donc on rentre, on est à la pesée. Ah oui, aussi, il a parlé de ça, les gars. En Ukraine, il lui est arrivé une dinguerie, vous allez voir. Bref, je vous en dis pas plus, on regarde l'interview. Je sais pas, tu sais, il y a des mecs qui rentrent un peu comme ça et tout. Il y a un mec qui part sur la scène, il sort un pistolet. C'est plaisir de t'avoir. Bah avec plaisir, je suis très content aussi d'être là. Écoute, t'as signé à l'UFC depuis 2023, c'est ça? C'est ça, Combattant l'année MMA. dernière, ouais, c'est ça. On va faire le parcours, c'est intéressant. On a prévu un jeu à la fin pour essayer de comparer, non pas les jambes, ça n'a pas d'intérêt, chacun là. On a pris un bob, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure en passant. Ouais. Un bob, c'est un Avec truc le pour plastron. s'entraîner, pour ceux qui ne voient pas, ou si vous écoutez en podcast audio, je vous le décrirai tout à l'heure, mais c'est une espèce de bonhomme, c'est un punching ball. Ouais, en c'est ça, forme c'est d'homme. un bonhomme rose en forme d'homme, souvent il a pas de bras. Tu t'entraînes avec ce genre de truc ou pas? J'en ai un dans ma salle de sport. C'est vrai? Ouais. Mais c'est utile? Ouais, c'est hyper utile hein, parce que tu peux le régler au niveau de la taille. Donc si j'affronte un adversaire grand, Franchement, c'est claqué, les gars. Pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est claqué. Vous allez taper vite fait dedans, après, vous allez plus jamais l'utiliser. Ça sert à rien. je le mets grand, sinon je le mets bas. Et je vais travailler dessous mes coups pour, par exemple, tu vois, si je veux viser vicieusement le nez, je vais m'entraîner à taper dans le nez pendant 1000 fois, comme dans les films. Ah oui? Ouais, vraiment. On va mettre un capteur dessus. Il y a des systèmes qui permettent de... Alors, je sais pas si c'est très fiable, on verra tout à l'heure, mais c'est plus histoire de s'amuser 2 secondes. On fera ça à la fin de l'émission. De taper dessus et de mesurer la force. On va mesurer différents sports. On trouvait ça assez intéressant. Okay. Différentes façons de taper pour voir s'il y a une différence entre différents sports de combat. On a fait venir 3 sportifs. Tu les as rencontrés ou pas? Pas encore. Ça, c'est surprise. C'est bien, ils ont gardé. Ok. Et si tu veux, tu taperas dedans. Moi aussi, pour montrer que c'est moins fort, histoire de montrer un peu la différence. Alors, je sais pas si vous entraînez avec ce genre de boîtier qui mesure les forces. Alors, j'ai jamais testé un boîtier comme ça qui mesure les forces, mais par contre, en prépa physique, on utilise des trucs pour savoir quand tu soulèves, pour mesurer ta puissance d'éjection, etc. Mais j'ai jamais tapé dans quelque chose qui mesure ma force. On va parler d'entraînement après. T'as 20 victoires, 10 défaites, on a noté un nul. T'as jamais été mis KO. Tu sais pas ce que ça fait ou est-ce que t'as déjà été mis KO ailleurs? Non, je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère que... J'espère que ça m'arrivera jamais, vraiment. Ça fait peur un peu, non? Ouais. Bah, en vrai, ça... Moi, je trouve que c'est pas le chaos qui fait peur. Pour le cerveau, je trouve, tu vois, tu sais. Ouais, bon, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que je baigne dans mon sport et j'en ai vu beaucoup. J'en ai mis beaucoup aussi. Mais c'est plus l'après du chaos et de l'humiliation que ça représente, le chaos, plutôt que ça fait pas peur. Hein. En vrai, c'est un peu comme la mort, tu sais, tu le sens pas, le chaos, c'est paf. Et d'un coup, tu te réveilles et tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que toi qui le vois pas, en fait. Oui, c'est ça. Il y a que toi qui le meurs ou vois. Ouais. C'est plus la peur d'allumer les réseaux sociaux après. C'est plus ce qui en découle, même pour la suite, les réseaux. C'est même pas les réseaux, surtout. C'est la famille et tout ce qu'ils peuvent penser, machin, c'est ça. Après, quoique, même les réseaux, en vrai, en 2025, les gens, ils sont très méchants. Hein. Si t'as une carrière de ouf, mais il suffit que tu te manges un KO, tu te fais terminer, les gars. Tu te fais terminer, regardez Zebo. Ta carrière, et après, la santé, bien sûr, ça peut être grave. Hein, des fois, un gros KO, tu peux rester 10 minutes inconscient. T'y penses à ça quand tu vas faire un combat? Là, tu vas faire un combat contre Nathaniel Wood, le prochain. On va en parler après. Hein, c'est un combattant anglais. C'est une crainte pour toi? Je sais pas si... t'as pas d'enfant encore, toi? Non. Pour la famille, est-ce que, tu vois, les parents, l'entourage, est-ce que c'est une crainte d'avoir un problème physique grave? Bah alors pour moi, pas du tout. C'est pas une crainte du tout. Je pense que tous les sportifs, en tout cas à très haut niveau, soit on fait un déni, soit en fait on l'a accepté. Enfin moi j'ai accepté en fait que mon corps il peut. Enfin je vais y laisser des plumes. Des quoi. plumes. Ouais. Et si je le laisse pas maintenant,
plus tard, à 50, 60 ans, je vais pas être dans le meilleur état physique. Mais après, moi, j'essaie de me préserver quand même dans ma carrière, dans la façon dont je m'entraîne et tout. Mais ouais, c'est plus ton entourage qui a peur pour toi. Après, le truc, si tu essayes de trop faire attention par rapport à ça, bah tu finis comme Taylor Lapillus, viré de l'UFC, voilà. Donc, à un moment donné, c'est compliqué, hein. Surtout si tu combats à l'UFC. Ils aiment bien la castagne, ils aiment bien que tu fasses pas attention à ta santé, hein. Ma famille, ma compagne, tous les gens qui sont autour de moi, c'est plus eux qui prennent les coups en vrai que moi, hein. Moi, je suis dur en fait. On a ce truc de combattant, d'être dur et pas d'aimer la douleur, mais en fait, on l'accepte et on vit avec au quotidien. Donc, de se casser quelque chose, c'est pas grand-chose, hein. Ta copine regarde, Benoît Saint-Denis qui est venu, on l'a reçu, on a eu plusieurs combattants MMA. Certains ont les parents qui regardent pas en direct, mais ils regardent après. Est-ce que toi, ils regardent, tes proches, ta femme ou pas? Alors, pendant longtemps, ils ont pas regardé. Ma femme, si elle regarde, elle, tout le temps, elle vient. Elle est boxeuse aussi. C'est ça, elle est boxeuse. C'est différent encore. C'est différent, puis elle est là au quotidien. C'est pas la même chose. On va dire que elle m'a pas élevé, quoi. Elle m'a pas éduqué. Par contre, pour mes parents, ça a été dur, ça a été compliqué. Mon père, lui, c'est vraiment hyper compliqué pour lui de me regarder combattre. Il préfère que je combatte et il regarde après. Ma mère, elle, maintenant, c'est bon, elle peut regarder. Mais elle viendrait pas, par exemple, en direct? Si. Par contre, maintenant que je suis à l'UFC, ils viennent quand ils peuvent. Bon, là, à Paris, c'est simple, hein, pour le coup. Donc Vous imaginez les frères? Déjà, nous, quand on soutient un combattant, il combat, des fois on est stressé. Des fois on est stressé de fou. Comme si c'est nous on combattait. Alors imagine, t'as un daron ou une daronne. Surtout une daronne, en fait. Tu vois ton fils comme ça, elles doivent stresser de dingue, les mamans. Et celles qui vont regarder, ouais, elles sont courageuses, j'ai envie de dire. ils viennent à Londres, je sais pas s'ils vont venir, mais je pense, hein, c'est pas très loin. Ça te stresse pas d'avoir ta mère? Parfois, c'est des humoristes qu'on a reçus, des gros humoristes, sont plus stressés de savoir qu'il y a une personne, par exemple leur maman, ou leur femme, ou leur enfant, que toute la salle, tu vois. Non. Bah moi, les frères, bon, pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais j'ai jamais fait de compétition. Si, j'en ai fait un petit peu quand j'étais mineur, mais c'était pas du MMA. Mais j'ai toujours voulu faire carrière dans le MMA et sans prétention aucune, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. Surtout en striking, etc. Parce que, bon, de base, je viens du striking, j'avais un... De base, hein. Après, bon, je fais de la lutte à livrer, un petit peu de lutte, etc. J'ai touché un petit peu à tout pour essayer d'être le plus complet possible. Mais à la base, moi, je viens du striking, de la boxe thaï, etc. Après, je suis allé dans les arts martiaux pendant plusieurs années. Et ce qui m'a toujours bloqué, surtout moi je viens d'une génération, voilà, 90, etc. C'est-à-dire, nous on a été élevés un petit peu à la dure. Surtout les darons rebeux et tout et tout. Et moi, ce qui m'a toujours fait peur, c'est l'humiliation vis-à-vis de ma famille. En fait, quand t'es combattant, t'es prêt à gagner mais t'es prêt à perdre. Et il y en a beaucoup, ils ont ce frein-là, c'est qu'ils sont pas prêts à perdre. Et moi à l'époque, j'étais pas prêt à perdre en fait. Par rapport surtout au regard de ma famille, plus que le regard des gens en fait. Pourtant, sans prétention aucune, je suis personne les gars, donc c'est pas ce que je vais vous dire, Zahma, je vais me vanter, etc. Je suis personne les frères, d'accord? Donc il n'y a aucune vantardise. Mais après, on va pas aussi faire dans la fausse modestie. Pourtant les gars, comme je vous ai dit, j'étais pas le plus mauvais, ok? Et après, j'étais pas le plus fort non plus, voilà, mais... Voilà, ça m'a toujours bloqué, le fait de perdre et l'humiliation qui pourrait en découler. Au final, bah, je pense que c'est une erreur, en fait, parce que en pensant comme ça, bah, on se bloque par rapport à beaucoup de choses. Non, vraiment, ça me stresse pas. Ça me donne plus de force, justement. Je me dis, faut pas que je me fasse... Ah oui, et je suis revenu sur ça par rapport à ça. Je pense, jamais pu combattre s'il y avait eu ma famille, ma daronne, etc., etc. Pour moi, ça aurait été trop de pression. Plus stressé de savoir qu'il y a une personne, par exemple leur maman, ou leur femme, ou leur enfant, que toute la salle, tu vois. Non, vraiment, ça me stresse pas. Ça me donne plus de force, justement. Je me dis, faut pas que je me fasse étaler devant mes parents pour pas les stresser, en fait. J'ai envie de faire un combat parfait pour eux, ce soit « Ah non, c'est bon, il a pas pris de coup, il va bien ».
Pour l'instant, quand ils sont là, pour le coup, il y a juste C'est allé une fois où ils sont venus. Ouais, ça a pas trop été. J'ai eu l'orbite qui a pété et tout. Mais je me suis pas retrouvé dans des situations où je suis vraiment en train de me faire casser la gueule, quoi. Et ils sont impuissants en train de regarder. C'est toujours des combats hyper où il y a de l'adversité, ça va à gauche, à droite. Donc ils voient que je suis pas en train de passer un mauvais moment, quoi. C'est quoi ta plus grosse blessure que t'as subie, toi? C'était l'orbite. Ouais, plancher orbital. C'est quoi le plancher orbital? En gros, là, Sous l'œil? il y a l'œil. Et l'œil, il est logé Dans un trou? dans un trou. Et en gros, la partie dessous du trou, c'est le plancher orbital. Ok. Donc, Et t'as eu quoi au plancher orbital? j'ai pris un crochet pendant un combat. C'était au 3e round, il me semble, ouais. Et je prends le crochet, bam, et d'un coup, je vois double. Je me dis, merde, ça, c'est pas normal. Oh là là, je repense à un combattant, je crois que c'était de MMA. Il s'est mangé pareil, un coup dans l'œil. Son œil, les gars, il est sorti de son truc plancher orbital, là, comme ça, on le voyait, il pendait un peu comme ça. Ouah, j'y repense, ouah, il y a des blessures de ouf, des fois. Donc, je finis le combat et tout. Quand même. Ouais, c'est là, hein, maintenant. Non, mais après, tu peux t'arrêter. C'est Il a galéré en voyant double, frère, je sais pas comment il a fait. un problème. mais tu perds. Par exemple, Cédric Doumbé s'est arrêté parce qu'il a une écharde dans le pied, ça peut faire très mal. Ouais. Mais tu peux je sais pas, tu te retournes un doigt, est-ce que tu continues? Est-ce que tu peux. En fait, faut être prêt à toute éventualité. Et à chaque moment dans le combat, s'il se passe quelque chose, une agression externe, donc une écharpe dans le pied, tu te prends le petit doigt dans le grillage. Un bout de verre, tu vois. Non, mais c'est une connerie, mais ça fait plus mal parfois. Mais ça fait partie du sport. Ça veut dire qu'une fois que tu es dans la cage, rien ne peut arrêter le combat. Rien. En fait, sauf une demande, quoi. Si le combat est arrêté, voilà. T'as perdu. Ouais, c'est ça. Donc, à partir de ce moment, tu te casses le pied, tu te casses le bras, peu importe ce qui arrive. Si tu veux continuer, tu peux continuer. Mais non, sauf s'il y a arrêt du docteur, par exemple. Le docteur, il dit fin, la blessure, machin, nana, bah là, c'est terminé. C'est pas comme toi, tu veux aussi. Après, c'est toi et si t'as envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Quand tu te fais, donc tu disais, tu t'es pris un crochet, tu vois double. Jusqu'à la fin, tu vois double. Qu'est-ce que ça procure, en fait, de se casser le plancher orbital? Moi, ce que ça m'a procuré, du coup, c'est vraiment ça. En fait, je prends le coup, je fais un mini ascenseur. Donc, un ascenseur, c'est quand on a l'impression qu'on t'a mis KO un petit peu. Donc, tu fais un petit mouvement comme ça. Donc, je fais un petit mouvement comme ça. T'es un peu désarçonné. Ouais, voilà. Et d'un coup, mon adversaire, je le vois, il y en a deux, quoi. Je me dis, putain. Il est où? Ouais, j'ai tapé au milieu pour voir où mon poing il allait. Et après, je visais comme ça. Ouais, vraiment. Ah ouais, parce que t'avais les yeux qui étaient plus vraiment. Du coup, en fait, le choc et le fait que ce soit cassé. Il avait un œil comme ça, Je voyais double et après, en général, moi j'avais un nerf qui a été pincé et du coup, il y a des endroits quand je regardais en haut, c'était double, etc. Enfin, ça c'est après pour la suite, pour la rééducation et tout. Et à ce moment-là, faut juste trouver des solutions de comment je continue mon combat pour gagner ce combat. T'as réussi à gagner? J'ai pas gagné, je perds à la décision à la fin partagée à la fin. On a fait un très beau combat. Mais t'as fini? Ouais, je finis. Non, j'arrêterai pas. Peu importe ce qui m'arrive pendant un combat, à part si on m'éteint, enfin on met un KO ou une soumission, et là, forcément, c'est arrêté. Sinon, peu importe, je me casse un bras, une main, j'allais dire la tête, non, parce que là, tu peux pas fonctionner, mais tu vois, l'œil, le nez, enfin... La mâchoire, c'est ouais, la mâchoire... Comment on s'entraîne? Parce que c'est le meilleur moyen de mettre quelqu'un KO, c'est taper dans le menton. Moi, j'ai eu la mâchoire cassée, la mandibule inférieure. À l'époque, ça remonte plus, ça fait plus de 15 ans, hein. Je faisais un sparring avec mon pote, c'était un poids lourd. Moi, j'étais à 70 kilos à l'époque, j'étais tout maigre. Et moi, j'ai toujours été très agressif. Et lui, il m'a accueilli, en fait, je crois, sur un uppercut. Et m'a vu uppercut éclaté, les gars, mais ma mâchoire, elle a fait ça, clac. Et elle s'est cassée. Elle s'est cassée, et je chantais, elle pendait. Ce que je vais vous dire là, les gars, c'est une vraie histoire. 2 petites minutes parenthèse. Je vais vous faire court. Elle pendait, mais je suis pas tombé KO, etc. J'avais pas trop de douleur. Mon entraîneur à l'époque, il m'avait dit non, elle est pas cassée. Si elle était cassée, tu te roulerais par terre, etc. Donc je suis rentré chez moi. Je suis resté 2-3 jours. Et je me rappelle, je chantais ma mâchoire pendre. Quand j'étais au téléphone, elle pendait. Quand j'étais couché, elle pendait, etc. Quand je massais, ça faisait chelou et tout. Donc je suis allé à l'époque à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Bam, je fais une radio et tout. Je vois le docteur. Il me fait rentrer chez moi. Il me dit non, c'est bon, t'as rien et tout. Bon, je rentre chez moi et tout. Et ma mâchoire, ça, je suis allé à l'hôpital peut-être 2 jours ou 3 jours après.
Et bam, je rentre chez moi et tout. Et toute la nuit, bah, je suis au téléphone et tout, machin, nan. Et je chantais, ma mâchoire, elle était pas normale. Et bam, le lendemain, je décide quand même d'aller dans un autre hôpital. Donc, je vais à la Salpêtrière, sur Paname. C'est un bien meilleur hôpital. Avec ma radio que j'avais fait la veille. Et tac, je prends rendez-vous avec un docteur et tout, avec un radiologue ou je sais plus quoi. Et celle qui prend les rendez-vous, elle regarde ma radio. Et c'est c'est la secrétaire qui m'a dit, mais monsieur, votre mâchoire, elle est cassée, la regardez. Donc, un docteur, il me dit, non, rentre chez toi. Grosse faute professionnelle, j'aurais dû déposer plainte, j'aurais pris un gros billet, mais j'étais jeune, je m'en foutais, j'avais 19, 20 ans. Mais si j'y avais pensé, j'aurais porté plainte, j'aurais demandé une somme de ouf. Et bah, j'ai été hospitalisé, etc. Après, bam, opération, ils m'ont mis une plaque. Après, je m'en rappelle, pendant 2 mois, je crois, à la paille, de la soupe et tout. Mes dents, elles étaient serrées. Bref, galère de ouf. Et après, bah, retour au MMA, hein. Et c'est à ces moments-là, c'est quand tu te fais des grosses blessures comme ça que tu te dis, est-ce que le MMA, c'est fait pour moi ou pas? Soit il y en a, ils arrêtent totalement, soit bah, il y en a, bah, ils continuent, quoi. En tout cas, voilà, les blessures, c'est... Dans le MMA, il y a beaucoup de blessures. Dans les sports de combat, de toute façon, j'ai vu des... Moi, j'ai eu côte cassée, doigts de pied cassés, mâchoire. Il y en a avant-bras, sur des middle, bam! Une fois, je me rappelle, pareil, un poids lourd, il tourne avec un mec, il lui met un middle dans le bras, son avant-bras, les gars, éclaté, sa mère, il était tout mou chelou. Ouais, ça arrive souvent, les blessures, hein. C'est le meilleur moyen de mettre quelqu'un KO, c'est taper dans le menton. Ouais. Comment on s'entraîne à justement recevoir? Est-ce qu'on mord un truc à l'entraînement et on se muscle le cou, par exemple? Comment on s'entraîne à ça? En vrai, le menton, parce que c'est le menton, on va dire, ça s'entraîne pas. C'est très naturel. Soit tu as un menton solide, soit tu l'as pas. Et il faut aussi savoir préserver son menton, donc son intégrité, et donc pas faire des guerres pour rien à l'entraînement ou se prendre beaucoup de coups à répétition, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu perds cette faculté à résister, on va dire, au KO. Et là, c'est fini après, hein. T'en prends un, faut essayer de se mettre en garde, en fait, pour se protéger. Bah, il faut prendre le moins de coups possible, en fait, et faut bien dormir, avoir un cerveau bien hydraté. C'est mieux d'avoir un coup plus court et des bons trapèzes qui tiennent, donc faut se muscler le cou, les trapèzes, pour résister au choc, en fait, de la tête qui part. Donc avec un coup hyper solide, t'as moins de chances de prendre un KO. Et puis, bah, faut essayer surtout de voir les coups venir. En général, les coups qui mettent KO, c'est ceux qu'on voit pas. Ouais, c'est parce que t'as pas eu le temps ton corps a pas eu le temps de se préparer au choc. Et donc, tu vois pas le coup venir, il protège ton cerveau direct, le corps. Le cerveau, la boîte crânienne, elle touche et bam, tu t'éteins. Généralement, quand tu vois pas le coup arriver, t'es pas contracté. Ça veut dire que tu le prends en plein pot, t'es tout mou. Quand tu vois le coup arriver, t'as un réflexe, tu te contractes. Soit il y a une contraction, et je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais voilà. Bah, comme il a dit, hein, le chaos vient généralement quand tu t'y attends pas, en fait. Quand tu vois pas le coup arriver. Bizarre, hein? Ouais. Le chaos, c'est quand même bizarre. Bah, c'est ton corps qui te protège, en fait, le chaos. Ah bon? C'est le cerveau. C'est le cerveau qui touche la boîte crânienne, en fait. Le cerveau qui vient taper la boîte crânienne. Ça fait un tilt, comme un et du coup, dès que ton cerveau il touche la boîte crânienne. Après, ça envoie ce que j'avais vu, ça envoie une décharge d'électricité. Ton cerveau envoie une décharge d'électricité qui éteint tout. Ça éteint tout. Bam! Le corps il t'éteint, il te coupe direct. C'est pour ça qu'on tombe comme ça, quoi. T'as déjà eu parce que même si il y a le show, on a un personnage, on fait des durs et tout machin, le mec d'en face, quand tu donnes un KO, ça arrive. Est-ce que tu t'inquiètes parfois? Tu vois, il y en a qui réagissent différemment à ça. Est-ce que tu te dis peut-être elle est un peu trop fort, ou est-ce que tu t'en veux, tu vois? Est-ce que tu vas les voir après, par exemple? Ouais, aller les voir après. T'es fou, quand tu mets un KO, t'es content, mon frère, d'avoir mis un KO. On va parler un petit peu et tout, ouais, mais après, est-ce que je m'en veux? Pas du tout. Ah ouais, c'est vrai, parce que sinon, c'était moi, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est lui ou moi, enfin, ça va dans les deux sens, hein. Après, c'est du sport. Non, mais je parlais plutôt à l'entraînement. Si une fois tu t'entraînes avec un mec, t'as tapé un peu fort, à l'entraînement, t'as fait mal à un pote, tu vois. Non, à l'entraînement, c'est différent. Bah, c'est pas des adversaires, c'est pas... Moi, mes adversaires, c'est un peu des ennemis. Tu les connais pas vraiment et tout. Mais un mec avec qui tu t'entraînes, tu noues des liens déjà. En général, c'est un peu mal sans faire exprès, tu vois. Non, là, on s'en veut. En tout cas, moi, je m'en veux. Il y en a, ils s'en veulent pas. Hein, c'est des enflures. Mais moi, j'aime pas
abîmer les gens qui m'aident à progresser ou à préparer un combat parce que on met en jeu notre intégrité physique tous les jours, tout le temps. Bien sûr. Et on a besoin des gens pour progresser. Donc si tu mets KO tous tes sparring... Et même, comme il a dit, généralement, quand tu t'entraînes souvent avec un mec, il y a souvent des liens qui se créent, ça devient ton ami, il y en a, c'est vrai, meilleur ami, etc., etc. Et voilà, ça crée des liens. Donc forcément, si tu lui mets un KO à quelqu'un que t'apprécies, forcément, c'est embêtant. Après, comme il a dit, ils en ont rien à faire. Il y en a, ils sont mauvais, ils sont là pour faire mal et qu'ils te connaissent ou pas, quoi. Il n'y a plus personne qui veut tourner avec toi, c'est relou. Ouais, c'est relou, quoi. Les sparring, c'est les potes avec qui tu t'entraînes. Hein. Ouais, c'est les gens à l'entraînement avec qui on met les gants et on se tape un peu fort dessus ou on va travailler notre technique, faire nos trucs. C'est des mecs de ces gens-là, quoi. C'est mecs contre ton niveau, c'est mecs un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est comment Ah oui, c'est une bonne question. Il y a de tout, en fait. Donc ça peut être, moi, des mecs plus forts que moi, tu vas pas en trouver tous les 4 matins. Par contre, de mon niveau ou un peu moins, ça va être ça en général. En fait, tu peux travailler avec tout le monde. Normalement, quand t'es bon, tu peux travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est un petit peu moins fort, tu vas t'handicaper toi-même. J'ai pas le droit d'utiliser ça, je fais pas ça. Lui, il est fort dans ça, je vais le laisser faire tel truc. Et moi, je vais essayer Par exemple, de m'adapter à lui. C'est hyper intéressant ce qu'il dit, parce qu'il y a eu des combattants professionnels qui se sont fait blesser par des amateurs. Il y en a eu un dernièrement, il s'est fait casser la mâchoire. Il a fait une vidéo, il a dit faut pas tourner avec des amateurs parce qu'on sait pas ce qu'ils font. Ils peuvent faire n'importe quoi et ça toucher. Et moi j'avais fait une vidéo, les gars, j'avais dit, et il y en a ils étaient d'accord avec moi, il y en a ils étaient pas d'accord avec moi. Mais j'avais dit quand tu es un combattant professionnel, tu dois être prêt à affronter tous les profils. Absolument tous les profils. Même un amateur ou un débutant, il vient, il fait des trucs de ouf. Toi en tant que combattant professionnel, tu dois t'adapter. C'est ton travail, c'est ton boulot de t'adapter à toutes les situations. Donc, se faire toucher, ça arrive à tout le monde, professionnel ou pas. Mais il faut pas remettre ça sur le dos et trouver comme excuse, ouais, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Non, ils font n'importe quoi. Oui, mais tu es un combattant professionnel, tu dois gérer. Et c'est bien ce que Morgan est en train de dire, parce que il va dans ce sens-là, en fait. Tu dois t'adapter et être prêt à faire face à n'importe qui, n'importe quel poids, n'importe quel profil, etc. Tu dois essayer de te débrouiller du mieux que tu peux, quoi. Ils sont meilleurs au sol. Ouais, par exemple, il est meilleur au sol que... C'est important pour toi d'être bon partout, non? Ouais, le MMA, c'est complet, quoi. Ouais. Surtout maintenant, les nouvelles générations, avant, on commençait par un autre sport, la boxe, la lutte, et on allait faire du MMA. Maintenant, les petits, ils commencent à 10 ans, ils font que du MMA. Donc, ils sont déjà hyper complets. Donc, il faut être prêt à la nouvelle génération qui arrive. Ouais. Donc, moi, je suis encore jeune. Mais là, à 20... C'est pareil, la dernière fois, j'ai eu une conversation, et il y en a qui m'ont dit non, les meilleurs combattants MMA, c'était au Pride, etc. Alors que je disais au Pride, il y avait très peu de combattants qui étaient complets. Il y a eu Fedor, il y a eu Fedor. Voilà, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Là, dans mes souvenirs tout de suite, c'était Fedor, le plus complet. Il venait du Sambo. C'était que lui. Et je disais, en fait, Fedor, en 2025, peut-être qu'il ne performerait pas pareil. Parce qu'à l'époque, il combattait des mecs qui n'étaient pas complets. Aujourd'hui, tu regardes les combattants, à top niveau, la plupart, ils sont extrêmement complets. Sauf voilà, un cas sur 1 million comme Alex Pereira. Mais bon, Alex Pereira, il est facilité aussi. Il n'a pas affronté de mecs vraiment complets ou de mecs forts à la lutte, etc. Il a beaucoup affronté des profils type striker, etc. Mais oui, les nouvelles générations, ils sont de plus en plus forts parce que de plus en plus complets. Et il y en a qui me disaient, mais non, c'était à l'époque du Pride, etc. Enfin bref. Là, c'est bien qu'un professionnel, au moins, qui est à l'UFC, le disent. Les nouvelles générations, les gars, ils sont terrifiants, en fait. Ils sont hyper complets, en fait. 21 ans, les mecs qui arrivent en pro, là, qui commencent à arriver, eux, ils ont commencé hyper jeunes et ils font que du MMA. Donc, Après, il y a des cours de boxe thaï depuis toujours, même en Thaïlande, tu vois. Oui. Les enfants de 4 ans qui tapent très fort. C'est éducatif, hein. Quand t'es jeune, surtout en France, hein, on rigole pas sur l'éducation, sur le sport, sur les... codifier les choses, ils se mettent pas de coups dans la tête, c'est plus pour développer leur corps et apprendre à bouger, etc. Je trouve que c'est un super sport pour les enfants parce qu'ils sont obligés de faire du sol, être à 4 pattes sur les mains, ça développe bien Ils mettent des gants, il y a des protections en plus pour les enfants. Pour les enfants, ils ont les protège-tibias, des
bons gants à Plus poule, molletonnés, ouais. beaucoup, ouais. Nous, c'est... Il n'y a pas Nous, grand-chose. c'est pour le spectacle, nous. Et eux, ils ont les protections, les casques, les gros gants, ils n'ont pas le droit de se taper dans la tête. Et les arbitres, ils sont vraiment là pour les protéger. C'est-à-dire que quand il y a des clés, le bras, il est juste là, c'est fini. Hein. Il y a l'étranglement, le mec met juste le bras, c'est fini. On le protège, quoi, comme au judo, comme au karaté, dans tous les sports. Sur les gens, on essaie de parler à tout le monde, à ceux qui connaissent ce sujet, à ceux qui ne connaissent pas du tout. Mais Ouais. à quoi ça ressemble un gant de MMA pour ceux qui ne voient pas du tout? Ça ressemble à des mitaines, à des gants coupés au bout, quoi. Ouais, il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts, voilà. On Pas a de les bout. doigts qui sortent ici et le pouce n'est pas pris. Et puis on a juste ça qui est Un peu de pris, mousse. quoi. Et il y a une petite mousse. Par exemple, les gants de boxe, c'est des 8 oses, donc qui sont un peu petits. De boxe anglaise, pardon. Les gants de boxe Ouais. anglaise, donc on peut voir au JO, etc. Ensuite, à l'entraînement, nous, on va s'entraîner avec des 6. Donc c'est en dessous encore des petits gants de boxe anglaise. Et là, les gants de combat, c'est du 4 Ouais, oses. d'accord. Donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Et donc ça fait très mal quand tu prends un coup. Ouais, ça résonne, quoi, ça sonne. J'ai vu que c'était à l'UFC contre Gabriel Miranda. À un moment donné, tu lances une Marseillaise à la fin, etc. C'était improvisé, ça, c'est prévu quand tu lances un truc comme ça, tu préviens la. Ah non, jamais. Faut pas les prévenir parce qu'on sait jamais s'ils sont d'accord, pas d'accord. C'est mieux de demander pardon que. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas spécialement prévu. Après, forcément, je me dis bon, quand j'ai gagné, je vais avoir le micro. Qu'est-ce que je peux faire qui peut soit raisonner un peu, soit quel message j'ai envie de passer, parce que c'est des moments hyper importants. Et en tant que combattant, on n'a pas beaucoup de fenêtres pour s'exprimer. Et donc on Juste combat. après le combat, Ah ouais, c'est tu combats et juste après le combat, voilà, tout le monde est prêt à t'écouter, on te donne le micro et t'as Une minute, quoi. minute. Ouais. Et après, il y a un autre combat et ça y est, Merci, au t'es revoir. oublié, quoi, presque. Donc ce moment, faut réussir à capitaliser dessus. Et je pense que les plus gros stars de mon sport, c'est ceux qui capitalisent le mieux sur le micro, en conférence de presse ou après le combat. Donc Ouais, il a raison, ça, par rapport à ça, hein, type Conor McGregor, etc. Ceux qui savent bien s'exprimer, qui ont de la répartie, qui savent vanner, etc. C'est ceux qui ont fait ouais, les plus connus, on va dire. Après, bon, il y en a toujours, hein, comme Fedor, etc. Lui, il parlait pas, mais c'était un délire différent, voilà. Et il n'y a pas eu beaucoup de mecs comme Fedor aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'en MMA, en 2025, le trash talk, etc., c'est ce qui anime le plus les gens, hein. il faut essayer soit de marquer, soit de dire les bons trucs. Donc c'est toujours difficile, bien sûr, parce que tu viens de faire un combat juste avant déjà. Donc t'es pas hyper lucide, t'es pas Hyper au mieux. frais. Des fois, c'est limite mieux, parce que t'es pas vraiment lucide et t'es sur le vif. C'est-à-dire, tu dis vraiment ce que tu penses. Des fois, tu peux dire un truc, ça sort du cœur, il n'y a pas de retenue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, limite, c'est mieux, en fait. Ouais. Ouais, faut réussir à bien parler, à savoir ce que tu veux faire. Non, la Marseillaise, je sais pas, c'était vraiment un moment. J'en avais discuté un peu avec un ami à moi. Il me disait, ouais, ce serait cool que tu fasses une Marseillaise et tout. Il y avait eu les JO avant aussi, donc il y avait cette effervescence sur la Marseillaise. Et puis c'est un truc que moi, je sais pas, la Marseillaise, moi, c'est une musique vraiment. Ouais, ça prend un trip quand Moi, tu ça, un stade et ouais, tout ça me prend la Marseillaise. Moi, ça me donne vraiment envie d'aller combattre et tout. Et puis là, moi, pour le coup, c'est à Paris. On est en France, je viens de battre un étranger. Ouais, La Marseillaise, t'es fier, quoi. Et puis t'as tout le public, en plus nous à l'UFC, qui aime beaucoup chanter la Marseillaise. Donc il y a tout ça. Et voilà, c'était mon moment, je l'ai pris, quoi. Je l'ai pris et j'ai senti que le public, il était réceptif, il attendait quelque chose. Puis voilà, ça se fait très naturellement. T'as commencé, tu disais qu'il y a des écoles maintenant, MMA, etc. Toi, t'as commencé en judo, c'est à 8 ans. Ouais, T'es né en 95 à Poissy, dans les Yvelines. c'est ça. Tu commences le judo, mais tu savais que tu voulais faire du judo, ou c'est tes parents qui t'y ont mis et qui t'ont dit, tiens, tu verras. Tu sais, il y a deux. Toute ma première partie de vie, j'ai détesté le judo, les gars. Quand j'étais petit, etc. Moi, je faisais de la boxe thaï, etc. Je voyais les autres, ils faisaient du judo et tout. Limite, je me moquais d'eux, en fait. Et plus j'ai grandi, quand j'ai commencé le MMA, pancrase, etc., je suis tombé contre des judokas. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le judo, les gars, c'était. Le judo, c'est un très très bon sport. Surtout en MMA, les gars, c'est magnifique. Vraiment. De moyens d'arriver à faire un sport. C'est soit Ouais. tu demandes parce que t'as des potes qui en font à l'école, Ouais. ça c'est tes parents qui adorent et qui t'y mettent, quoi. Moi, c'est moi qui voulais en faire. Je voulais pas Toi faire de football, pas de basket ou quoi. J'avais fait beaucoup de multisports avant, donc j'avais testé plein de sports. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les arts martiaux. Je vais pas te dire les sports de combat, c'est vraiment les arts martiaux, le côté Au sens martial, large, ouais. ouais, avec le kimono, ceinture et tout. Moi aussi, j'étais dans le même délire, les gars. Mais je pense que ça, c'est encore, hein, les années 80, 90,
peut-être 2000, les films de Jackie Chan, de Jet Li, de Van Damme. On a tous kiffé ce genre de trucs, les trucs de kung-fu, de karaté. Je me rappelle, moi, un film que je kiffais, pour les plus vieux, peut-être vous aurez la référence, c'est le film Best of the Best, des karatékas. Une équipe américaine qui va en Corée affronter des Coréens au karaté, je crois, machin. Voilà. Ça, c'est des films, les gars, qui nous ont accompagnés pendant notre enfance. Avec l'époque Dorothée aussi, Dragon Ball Z, machin, la bagarre. Non, on a été baignés là-dedans, les gars. Donc, on voulait tous ou beaucoup faire des sports de combat, des arts martiaux, etc. Ah, je voulais une ceinture noire quand j'étais petit et tout. Et donc, mes parents, ouais, en fait, il y a 2 sports que je voulais faire. Le judo ou le karaté, peu importe. Ils m'auraient mis un sport avec un kimono. Pour moi, à cet âge-là, c'était pareil. Une ceinture. Ouais, je voulais. Moi aussi, j'ai toujours voulu faire du karaté, mais on n'avait pas où j'habitais. Et un kimono et une ceinture. Et je voulais faire du motocross. Malheureusement, ça coûtait trop cher. Ah ouais, ça coûte cher. Donc, mes parents m'ont dit revois tes rêves différemment, s'il te plaît. Ou alors, faut habiter plus dans un endroit rural, avec un champ pas loin. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai fait du judo et. Tu l'as eu ta ceinture noire ou pas? Alors, j'ai pas ma ceinture noire du judo, j'ai ma ceinture marron. J'ai arrêté avant. Putain, juste avant. Ouais, parce que je commençais à avoir 16-17 ans. Tout le monde a fait du judo en France. Mais tout le monde a arrêté à ceinture bleue, violet, Oui, ou avant orange, jaune. Donc j'ai perdu tous mes amis. En fait, j'étais tout seul et j'étais très jeune, mais j'étais plus qu'avec des adultes. Et c'était beaucoup trop lourd pour moi et tout. Je m'amusais plus en fait quand j'allais m'entraîner. Et j'étais dans un petit club, dans une petite ville. Et du coup, moi j'ai adoré faire de la compétition. Donc quand j'étais très jeune, je gagnais beaucoup de compétitions parce que j'avais beaucoup de jeunes avec qui m'entraîner. Et après, quand j'ai vieilli, j'avais plus assez de jeunes avec qui m'entraîner. Donc je gagnais moins en compétition. C'était moins drôle, moins fun. Donc je cherchais un autre sport de combat. Tu prenais ça au sérieux à 8 ans déjà? Très au sérieux. Ah, j'étais pas là pour rigoler. Ah ouais, fallait pas. Enfin, c'est simple. Je pense qu'à cet âge-là, les parents ils me reconnaissaient, ils se disaient merde, il est là lui. Ah, c'est vrai? Ouais. Pour les autres enfants, tu veux J'étais dire? traumatisé. Ouais. Moi, je venais pas rigoler. Enfin, si, je venais rigoler en fait. Je venais m'amuser, mais moi, c'était très sérieux. T'étais fort déjà ou pas? Ouais. T'étais prédisposé un peu pour le truc? Pour les sports, en général, j'étais prédisposé pour les sports. Tous les sports. T'étais un peu au-dessus des Peu enfants de ton âge? Ouais, peu importe les sports. J'ai marché très très jeune, bien avant des enfants plus vieux que moi. Tu sais, je montais, je grimpais aux arbres, sur les canapés, les machins. J'ai fait du skateboard, du roller à un âge où tu fais pas du roller. Et on m'a pas appris à faire du roller. Hein. Mon père m'a mis des rollers à Décathlon. Je suis parti, je savais faire du roller. Allez, vas-y. Ouais. J'ai pas fait de vélo avec les petits trous, tu vois. Mon père, pareil, m'a mis sur un vélo. Je savais faire du vélo. Et du coup, forcément, j'étais prédisposé pour le sport. Peu importe le sport que je touchais, j'y arrivais. Et parents cool avec le fait que tu aies envie de faire du MMA, ils t'ont accompagné ou ils étaient un peu réticents, comme un parent pourrait l'être, à juste titre d'ailleurs? Tu entends que ton fils il peut se battre, ça te... Non, mes parents, ils sont durs. Avec ça, tu veux dire? Ouais, avec l'éducation. Ils sont très stricts. Donc le judo, bien sûr, art martial, ça leur convenait très très bien. Pas trop violent, parce qu'il n'y a pas de coups, mais pourtant c'est quand même violent pour le corps, le judo. Peut-être même plus que le MMA, parce que tu tombes beaucoup. Et donc... Oh non, là, il faut doser, là. Faut vraiment doser. Moi, à cette époque-là, quand j'ai voulu changer et je voulais arrêter le judo, j'en avais marre d'être collé à quelqu'un, en fait, et de voir le jeter tout le temps la même chose. Du coup, je voulais faire de la boxe ou de la boxe thaï parce que j'avais vu Hong Bak, tous ces films-là. Et je me disais, j'aimerais bien apprendre à pas frapper, mais je trouvais ça beau de savoir se battre, en fait. Et mes parents, non, ils étaient complètement fermés à l'idée. C'est vrai. C'est-à-dire que toi, t'as vu un film, t'as pas rigolé, t'as dit, ça sera de ma vie. Alors oui, tu vois, ouais. Non, le cheminement, il s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à faire ça, mais je savais pas que je pouvais peut-être en vivre, que la compétition, ça pouvait amener à te faire payer, connaître, etc. Et t'es à des années-lumière de te dire, moi, je vais combattre pour une organisation américaine d'un sport qui est même pas légal en France. Oui, c'était pas légal avant. Non, il y a 10 clubs en France qui le pratiquent, entre guillemets, c'est juste des passionnés. Ils se mettent des cassettes, ils essaient d'apprendre les techniques. Ok, c'est comme ça, je crois, ils se débrouillent entre eux. À l'époque, ça faisait du pancras, les gars, quand c'était interdit le MMA en France. Ça faisait du pancras. Le pancras, c'est du MMA sans frappe au sol. Et ceux qui voulaient combattre en MMA, fallait qu'ils aillent à l'étranger. Voilà. En Belgique, en Hollande, dans des pays comme ça. Et ouais, c'était une autre époque, les gars. Il n'y avait pas YouTube, je me filme en tant que débutant, je fais des reportages. Tout ça, ça n'existait pas, les gars. Quand t'allais combattre, tu gagnais pas d'argent. Tu utilisais de l'argent pour le péage, pour l'essence.
ça montait à 5 dans une voiture, ça cotisait, machin. Après le combat, bam, ça rentrait, cabossé. Non, c'était un autre délire, les gars. C'était pas du tout comme maintenant, hein. Maintenant, ils sont au beurre, les petits jeunes combattants de MMA. Ça s'appelait le Tu vois, pancras avant. Pancras, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et même avant ça, les gens l'avaient appelé le free fight. Ouais. Et après, oui, en France, c'était sous l'appellation du pancras. Et donc, quand on combattait, c'était sur des rings, sans coup au sol. Donc, il n'y avait pas tout ce qui est ground and pound, etc. C'était vraiment, du coup, pied-point, lutte. Et au sol, ça devenait du... Il a fait du pancras, je crois, Morgan. Il y a un combat que je me rappelle, c'était contre Saladin Parnasse. Je crois que c'était en pancras, hein. jiu-jitsu brésilien. C'est quoi le Grenade Pound, tu dis là? Grand and pound, c'est quand on peut frapper au sol. Ok. La personne, donc avec ses poings, au visage ou au corps. Ça, c'est le grand and pound. Ah, ok. C'est la Il n'a fait aucun effort pour son interview, lui. Ça, c'était en interdit anglais, avant? Parce que trop violent, peut-être? Bah, en France, c'était pas autorisé. Ouais. C'est ça. C'était pas autorisé les coups au sol, on n'avait pas le droit et on a été un des derniers pays à autoriser le MMA, hein, si ce n'est pas le dernier. Tu vas découvrir le MMA à 18 ans. C'est là, hein, c'est 2013, non? Ouais. Toi? Ouais, c'est ça, ouais, 2013 environ. Donc tu disais, donc tu vois le film, etc. Mais au début, donc judo, ceinture marron, etc. Pour bien comprendre le processus, il y a des cours de pancras. Tu vas regarder au début pour voir à quoi ça ressemble physiquement en vrai. Déjà, il y a eu une longue négociation avec mes parents pour qu'ils me laissent aller essayer. Putain, ouais. Ouais, ça a été compliqué, mais mes oncles qui sont venus, ils ont bataillé parce qu'eux, ils faisaient de la boxe anglaise quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils sont allés voir ma mère, ils l'ont brossé dans le sens du poil. Ouais, laisse-le, c'est un bon enfant et tout. Donc, au final, j'ai pu y aller. Ah, il y a eu des vraies négociations, hein. Ta mère était plus dure que ton père sur ça. Ouais, vraiment. Maman, ouais. Maman, elle a grandi dans un quartier difficile. Ses petits frères, ils ont foutu un peu le bordel. Donc, elle voulait pas de violence en moi. Vas-y, bagarre. Voilà, elle voulait pas de violence en moi. E-sport interdit. C'est ça, ouais. Même pas juste le fait tu sais, que je frappe. Tu vois, elle devait se dire non, faut pas qu'il se retrouve là-dedans. Alors que moi, c'était vraiment que pour le truc de j'aime ça, quoi. Et donc, en fait, j'avais un ami qui faisait à cette époque-là du free fight. Donc, on l'appelait comme ça. Et moi, j'étais vraiment dans cette transition. Voilà, j'ai envie de changer de sport et tout. Mes parents, ça, ils commençaient un peu à se détendre. Ils me disent, ouais, viens avec moi. Je t'emmène au free fight, tu vas voir, tu vas kiffer. Donc moi je regarde un peu sur internet, je cherche, il y avait rien en vrai, je trouvais rien du tout. Et je regarde un film, c'était à l'époque Never Back Down. Je me dis waouh, ça a l'air trop bien. En fait les mecs savent vraiment tout faire. Là on est plus loin que Hong Bak, boxe anglaise et tout. C'est genre ils ont réponse à tout. Et du coup dans le film, je sais pas, ils s'affrontent, un mec qui a un style, un autre style. Et là, je me dis waouh, je crois que c'est ça que je veux apprendre à faire, pas en faire mon métier, Ouais, bien apprendre sûr. à faire. Et donc mon pote, voilà, il en fait déjà du free fight dans un petit club à Mantes-la-Jolie. Du coup, je me dis, putain, il y en a pas loin. Moi, j'habitais à Issou à cette époque, donc c'est à 20-15 minutes de voiture. En train, c'est tout de suite 1 heure. Et donc, voilà, une longue négociation. Mes parents ne comprennent pas trop ce que c'est, donc ça marche, ça m'aide, du coup, pour le coup. J'y vais. Je tombe amoureux direct. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais arrêté depuis. Genre, j'y vais. Je me souviens pas de ma première séance. Mais ce que je me souviens, c'est que j'ai adoré que ce soit dur. L'adversité, il y avait tellement de choses à apprendre. En fait, je m'ennuie vite, je suis hyper curieux aussi, et j'aime apprendre. Et je me suis rendu compte, en fait, ce sport, il offrait tellement de possibilités. Le judo, j'étais cantonné à, voilà, telle technique, tel machin, faut faire tomber, comme ça, comme ci. Ouais, ça t'a ouvert le champ des possibles. Ouais, là, c'est genre, en fait, tu peux tout faire, tout. Il y a pas de code. C'est-à-dire que tu peux inventer des techniques qui n'existent pas, enfin des choses qu'on va te dire ça marche pas, et que ça va avec ton corps, ça va marcher. Et à partir de là, je suis tombé dedans. Après, autour de moi aussi, il y avait c'était que des passionnés à cette époque qui pratiquaient ça. Il fallait être un peu fou. Hein. Moi, j'étais jeune, donc rien à voir, mais quand t'es un peu plus vieux, t'allais te faire ça, fallait être vraiment passionné. Parce que les coachs, ils apprenaient comme ça. Sur le tas, en regardant des cassettes, des machins, le mec qui venait de la boxe, l'autre Ouais, ce qu'il dit là, c'est vrai, les gars. du sol, et ils essayaient de faire un mix. T'es doué ou tu travailles beaucoup au départ? Ou les deux? Je dirais pas que j'étais doué, parce que du coup, par rapport au judo, c'était quand même très différent. Là, il y avait des coups, donc moi, j'avais pas l'habitude de prendre des coups. Donc j'ai eu une phase d'appréhension des coups. Tu vois, t'as peur de prendre des coups et tout. Par contre, j'ai ce truc en moi, j'ai une persévérance, un esprit de compétition, je sais pas comment l'appeler, une niaque, une hargne, je lâche pas. Je déteste pas réussir quelque chose. Et je vais réessayer. J'ai pas peur d'échouer, en fait, de rater et tout, de perdre, de me faire mal. Moi, ça me dérange pas, ça. Ah voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Les combattants professionnels, généralement, ils ont pas peur de la défaite, ils ont pas peur de se louper, etc.
Et c'est pour ça qu'ils arrivent à performer. Enfin, c'est l'une des causes pourquoi ils arrivent à performer. Si tu as peur de la défaite, les gars, c'est compliqué. Il y en a, ils arrivent même pas à franchir le pas, à les combattre, à se challenger, etc. Il faut vraiment s'en foutre. Je gagne, je perds, je perds. Mais allez. Par contre, de pas réussir, ça m'énerve. Ah oui. Ouais. Et du coup, vu que je réussissais pas spécialement tout, qu'il y avait des mecs plus forts que moi, juste quelqu'un de mon âge qui est meilleur que moi, tu vois, moi j'étais bon au judo, du coup au sol, etc. Mais un mec de mon âge qui était meilleur que moi en pied-point ou en boxe, ça m'énervait. Parce qu'on avait le même âge. Et du coup, je voulais y arriver. Mais tu veux pas en faire ton métier, là? C'est Non. vraiment loisir, C'est du pote, loisir. week-end, Je m'amuse. machin. Enfin, je m'amuse. Et tu continues tes études. Hein. Tes parents et ta mère, Ouais. elle te dit ok, t'y vas, mais tu continues. Je suis un BTS. scientifique à cette époque-là, je suis en bac S quand je commence. Et après, je pars en BTS. Mes parents, ouais, c'était non négociable. Il faut faire Diplôme. des études. Ouais. Normal. Bah, ils ont raison, hein, en vrai. Bien sûr. Ils ont raison. Faut faire des études. Voilà, ton sport, là, c'est cool, mais c'est pas un travail. Hein. Ma mère, je m'en rappelle. Hein. Bah, ils ont raison, ils avaient raison, hein, les darons de penser comme ça, parce qu'à l'époque, c'était pas un travail. Hein. J'allais dire ceux qui s'en sortaient étaient une minorité, mais je crois en France, même des Cyril Diabaté, des Tchèques, si peut-être Tchèque Congo, il a dû toucher un petit peu de pépette, mais Cyril Diabaté, etc., je pense pas qu'ils ont brassé beaucoup d'argent avec le MMA, etc. Ça payait pas comme maintenant, je pense, à moins que tu sois une superstar de l'UFC, machin. Elle me l'a dit. 3 dans les yeux, un jour, on mangeait. Elle me dit, et ton truc, là, je te vois venir. Hein. Ce sera pas ton métier. Hein, T'as dit ça, c'est vrai? Je te jure qu'elle m'a dit ça. Ouais. Elle m'avait dit, ouais, ça sera... Ouais, c'est cool pour t'amuser, mais cherche un vrai truc Ils d'adulte. veulent des bagages, les parents. Ouais, bah ils veulent Une bagage, se des rassurer bagages. surtout. Ah ouais, Ils veulent bah se ouais. rassurer. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, c'était pas légal, le sport que je faisais. Bon, voilà, rapidement, j'ai fait des bons résultats. Au bout de 2 mois, je deviens champion de France et tout. Donc, quand même, tu vois, En pancrace. En pancrace, c'est ça. Je me En débrouille. 2 mois, tu deviens champion. En 2 mois, c'est ça. Je fais ma première compétition. Au bout de 2 mois et demi, je crois que c'était en décembre. Championnat de France, zone nord, je sais plus quoi. BTS MUC à côté. Non, là, j'étais encore au lycée. Ah ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le début. Et je gagne en mineur. Hein. J'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, ça. J'étais mineur. C'était là vraiment mes premiers combats. Je m'en rappelle. Ouais, comme c'était hier. Clair. Enfin, c'est faux. Ouais. Et puis voilà, après ça, petit à petit, je rentre en BTS. Donc là, quand je rentre en BTS, moi, je commence quand même à me dire peut-être qu'il y a moyen. Peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais voilà, en France, c'était toujours pas légal. Très peu de représentants français. Tu vois, on n'avait pas d'exemple. J'avais pas d'exemple de me dire lui, il a réussi. Lui, il vit du sport. Donc là, tout de suite... T'as pas de modèle vraiment voilà, français. pas- Bah, si, à l'époque, hein, celui qui me vient en tête, c'était Tchèque Congo, je crois. Hein. Le vrai Français qui a performé en MMA à l'UFC, c'était Tchèque Congo. Hein. Pas de modèle. Donc je me dis, je sais pas. Donc ça, je regarde un peu ce qu'ils font les autres pros. Et les autres pros, la plupart, ils galèrent. Hein. Ils ont un taf à côté, à mi-temps. Ils combattent. Quand tu combats, t'es pas payé. Tu gagnes 500 balles. C'est déjà bien, 1000 balles max. Donc c'est vraiment pour t'amuser que tu fais ça quand t'es français. Enfin, pour t'amuser. À l'époque, quoi. C'est de la passion, quoi. Et tu travailles à côté. Ah ouais, c'est de la passion. Sinon, Et après, tu vas remplir les rayons de supermarché. Tu Ouais. sais, ça, tu fais pendant combien de temps? Alors après mon BTS, donc j'ai mon BTS, je me dis allez, je me mets une année sabbatique une année voilà où je travaille un peu. De transition. Transition, là je travaille un peu, je teste le monde du travail parce que je voulais pas faire des longues études, hein, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc là, allez, je vais travailler un peu et à côté j'essaye de combattre, de montrer un peu, de faire mieux parce que c'était hyper dur en fait d'allier études, travail, combattre. Je faisais des performances en dents de scie, je gagnais, je perdais, machin. J'arrivais pas à bien me préparer, c'était beaucoup de bricolage. J'avais pas la préparation qu'il fallait. Et à un moment, je me dis, allez, je teste un peu, je vais travailler et juste m'entraîner. Et là, je gagne pas mal. Ma vie est cool, mais je me dis, je vois le truc venir, je me dis, je vais pas faire ça pendant 15-20 ans. Parce que certes, c'est bien, je gagne et tout, mais je gagne pas d'argent. Un taf à mi-temps, c'est pas un taf de fou, donc j'ai rempli des rayons en supermarché, j'ai travaillé dans une crêperie, j'ai été livreur avant Uber Eats parce que ça n'existait pas, mais dans ce style quoi. Donc j'ai testé un peu tous les tafs, Ouais, voilà. tu gagnes ta vie. Voilà. Pour les tafs bien ghetto, quoi. Préparateur de commandes, livreur, tous les mecs de la street, ils ont fait ça presque. pour se débrouiller, pour se mettre un peu d'argent dans la poche, mais tout ce que je gagnais, je le réinvestissais sur moi. Pour apprendre sur des formations, sur comment me gérer, la nutrition, toutes ces choses-là. Je me disais,
j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout. Tout mon argent, il passait dans le sport. Je sortais pas, mes potes. Ouais, tu te donnais. Sacrifice. Ouais, je me donnais vraiment pour mon truc. Et je me disais, je veux pas de regrets, en fait, dans ma vie. J'ai peur de regretter. Moi, j'ai peur de mourir. Mais pas tu sais, d'être mort, mais de plus vivre. C'est plus ça, moi. Et du coup, je veux vraiment que chaque moment dans ma vie, il veuille dire quelque chose pour moi. Et c'est même pas une histoire d'argent ou quoi que ce soit. Je veux juste, voilà, à la fin de ma vie, quand je meurs, je me dis... Ah, je me suis bien amusé. Ah, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je peux pas faire mieux, tu vois. Et il y a pas une idée dans ma tête, ouais, ça... J'aurais dû... Ouais. Je fais, je me casse les dents. Bon, c'est pas pour moi. Vas-y, je vais faire ça. Et quand je fais un truc, je le fais à fond, pour de vrai. Après, je passe à la... En tant que jeune, il y en a beaucoup. Il y en a peu qui pensaient comme ça, je pense, à son âge. Il était déter depuis le début, hein. Sans personne pour le pousser, parce qu'il y a beaucoup de champions, il y a eu les parents, la famille qui les ont poussés, etc. Tout seul comme ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup, quoi. À la suite. Après, j'ai été éduqué comme ça aussi. Quand je commence un truc, faut le finir. Tu vas tout lâcher pour le MMA à un moment donné ? Ouais. Tu vas dire j'y vais à fond et on verra. En fait, après cette période de taf, je pars en STAPS. Donc je reprends les études de sport. Je reprends les études parce que je me dis, ah là, je me fous dans 20 ans, je vais être dans une situation, ça va pas être ouf. Donc je suis quand même un petit peu malin. Tu vois, j'ai réfléchi, pas des fois, mais je réfléchis en même temps. Je me dis, ouais, non, faut que je rajoute des études ou que je fasse quelque chose. Voilà, si ça marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, faut que je puisse faire quelque chose que j'aime ou en tout cas, voilà. Qu'il puisse rebondir, quoi. M'en sortir. Donc je me dis, en vrai, le sport, toute ma vie, ça a été ça. Je me dis, vas-y, je vais en STAPS. Donc, j'avais un bac S, un BTS. Je me dis, je vais en STAPS, je vais trouver quelque chose. Après, quand je serai en STAPS, pour la suite. Et là, quand j'arrive en STAPS, du coup, je rentre vraiment dans le milieu du sport et j'apprends énormément sur le sport, comment aller plus loin dans le sport. De se rendre compte que le sport, c'est pas que du physique, c'est pas que d'être bon à la course, à l'endurance, que c'est en fait de savoir à l'intérieur te gérer, c'est quoi tes motivations, c'est quoi même la nutrition. J'ai accès à la bibliothèque universitaire, j'ai lu tous les livres sur la nutrition, la prépa physique. Et j'utilisais sur moi, en fait. Tout. Ah, tu bosses ce que j'apprenais. Tu bosses à fond. Ce que j'apprenais en STAPS, j'utilisais sur moi pour ma carrière. Il testait si ça marchait ou si ça marchait pas, si c'était du mytho ou pas. Et là, mes perfs commencent à... Tu vois, ouais. Je vois la diff. Par contre, c'est une situation. C'est un moment de ma vie qui a été crevant. Je pense que sur ce moment-là, j'ai perdu... T'as tout donné, quoi. J'ai perdu 5 ans de vie, là. Parce que je dormais pas. J'allais en STAPS à Nanterre, donc je vivais à Issou. Déjà, les transports, train, bus, machin, je mettais 1h30, 2h pour arriver à Nanterre. Je commençais à 8h. Il fallait être là à 7h50, comme ça. Je me levais à 5h, je sais pas combien. Je prenais le premier train. Après, donc le matin, j'allais en cours. Donc en cours, on fait du sport en STAPS le matin. Donc je fais du sport. Le midi, je vais m'entraîner. Donc je refais du sport. Putain. Ensuite, je vais au cours universitaire, donc en amphi. Donc moi, je ratais pas les amphis. On peut, quand on est à la fac, la plupart, ils aiment bien dire « Ah, on s'en fout ». J'allais au cours en amphi. Le soir, j'allais m'entraîner. Ensuite, je livrais des plats et j'allais dormir. Et hop, rebelote. Je dormais 4, 3 heures, 5, 6 heures. Ils faisaient des vraies journées de ouf, hein. J'étais content. Après, je travaillais en extra dans des restaurants. Parce qu'il fallait gagner aussi ma croûte. Parce que mes parents, ils sont durs sur l'éducation. Et ils disaient tu veux le faire, paye-toi de... Ouais, tu veux le faire, paye-toi, machin, fais ci, fais ça. Donc j'ai appris à m'en sortir, sauf que c'est une période, moi j'étais crevé. C'est un an plus tard, tu vas des quoi? Donc tu vas faire ton premier combat pro. Ouais. C'était Karim Kondua, c'est ça? Karim Kondua, ouais, ça c'était mon premier combat professionnel. Tu t'en souviens encore? Ouais. Tu gagnes de l'argent à l'époque, premier combat professionnel, ou c'est zéro? Zéro. J'ai rien gagné. C'était quoi? C'était pas l'UFC à l'époque? Non. Passé par plusieurs... Alors j'ai combattu, je crois que c'était à Villepinte. Donc c'était mon premier combat pro, donc c'était du pancras, pas du MMA, sur un ring. Donc Karim Kondua... Et tu gagnes ou pas? Je gagne par KO, premier round. Direct. Ça te met en confiance? Ah bah ouais. Ah, tu dis, putain, en fait, je suis bon. Parce que tu l'as pas fait, tu sais pas réellement. Je crois que j'avais jamais mis de KO en touchant comme ça. J'avais mis des trucs en amateur, mais rien d'aussi clean, on va dire. Puis là, premier combat pro, bam, je gagne, premier round, je mets un KO. Je me dis, waouh, putain. J'en suis capable. Tu te sens fort. Et puis j'avais 19 ans, 18 ans. Karim, il avait au moins la trentaine facile.
Moi, ça m'avait mis la pression, hein, parce que je me disais, ouais, j'affronte un mec, ça se trouve, il a 20 ans d'arts martiaux, là. Moi, j'ai 18 ans, même si j'en ai fait toute ma vie, il a plus d'expérience que moi. T'avais préparé une stratégie J'affronte un Big Daron. pour Non. Ah, bah, à l'époque, ça n'existait pas, ça. la fleur au fusil. Stratégie, j'étais même pas bien entraîné, j'avais pas vraiment de cardio, j'étais pas dans la bonne catégorie, j'étais pas, tu vois, maintenant quand je combats, on voit tous les abdos, enfin tu fais l'anatomie du corps humain sur moi. Là, à cette époque-là, j'avais un peu de gras, j'étais pas dans la bonne catégorie, je m'entraînais, 4 fois dans la semaine, tu vois, même pas tous les Professionnel, jours. mais plus amateur. Ouais, c'est professionnel, c'était juste le terme, c'est parce que t'as plus les protèges tibia et plus le casque. Mais on n'était pas vraiment des pros. Tu vas gagner un premier combat, tu vas gagner un deuxième combat. En Belgique. Direct. Là, par contre, direct, je fais du MMA. Mon deuxième combat, on part en Belgique avec une voiture, avec mes coachs. Je vous parlais de ça, les gars. Parce que je l'ai vécu, c'est réel, J'allais dire que c'était galère, mais c'était des aventures incroyables, en vrai de vrai. Tu partais à 5 avec tes potes, des fois 2 voitures, 3 voitures, tac. Non, c'était une belle époque. On y va, on combat dans un hangar chelou. Ouais. Le plafond, il est au ras de la cage. Ambiance vraiment comme dans les films, mais de la mauvaise façon. Non, avec du recul, non. Vous voyez ce que vous voyez dans les films, bah, comme il a dit, bah, c'était ça. En réalité, en fait, les films, ils ont copié la réalité. C'était street, mais ça donnait du charme. Voilà, quoi. Pas de la bonne façon, tu vois. Limite, ça te jette des bières. Enfin, tu vois, Un peu cheap, quoi. Ouais, un peu cheap, ouais. Il fait froid, il n'y a pas de chauffage, tu t'échauffes avec ton manteau, tu vois, ce genre d'ambiance. Okay. Genre, on arrive, pour rentrer dans la salle, tu montes une zone industrielle, si tu montes des escaliers où tu peux tomber, t'as l'impression, tu sais, en acier, là. Ouais. Et il y a des chiens en bas qui gardent 2-3 pitbulls et tout. Tu vois, vraiment, un peu glauque, quoi. Ouais, c'est glauque, tu te dis, je vais combattre là, mais c'est quoi ce truc? T'arrives. Peut-être que ma mère avait raison. Ouais, peut-être qu'elle avait. Non, moi, j'étais tellement passionné, et en fait, dans le truc en fait, c'est ça. Le sport, là, actuellement, c'est ça. Donc, si tu veux, faut que tu passes par là. Et enfin, ça faisait partie du truc pour moi. J'avais pas peur, justement, c'est... je le vivais à fond, le truc. Et du coup, ouais, je fais mon deuxième combat en MMA. Que tu gagnes aussi. Et je me rappelle aussi de son nom, il s'appelait Hervé quelque chose. Hervé Rosa. Voilà, Hervé Rosa, c'était un Marseillais. ROSA. Ouais, un Marseillais. Et tu vas gagner rapidement. KO. Pareil. Premier round. Et là, tu vas dire, ok, ouais. Je continue. Bah, je me dis, waouh, je crois qu'en fait, je suis plutôt fort et que c'est pas mal du tout. Ouais. Donc, je continue à m'entraîner, ça marche, je mets des KO. Ça continue et tu vas voir, c'est en 2015, un peu plus tard. C'est là c'est intéressant parce que tu lâches pas. De toute façon, tous les mecs qui ont réussi très haut ont eu des hauts, des bas et ont jamais lâché en fait. C'est ça, exact. Tu vas enchaîner 3 défaites. Ouais. Là, ça te met, tu disais, en confiance. Tu as 2 belles victoires dès le début. Tu vas enchaîner 3 défaites. Et comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu te remets en question? Ouais. Est-ce que tu dis pas assez d'entraînement, ou je suis pas assez fort, ou j'ai peut-être pas les capacités, ou c'est juste une mauvaise passe, je vais continuer Bah, en fait, à cette époque-là, voilà, le MMA, le club où je combattais, les coachs, mais les gens avec qui je m'entraînais, il n'y avait pas l'intensité qu'il fallait sur le tapis, il n'y avait pas l'exigence, voilà. Il n'y avait pas l'exigence qui est demandée en professionnel dès que tu commences à monter à un certain niveau. Et donc, j'avais pas de game plan, j'avais pas le cardio, parce que j'avais pas de préparation physique, enfin, j'allais juste au cours. C'est quoi le game plan? Ah oui, c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer. Un game plan, du coup, c'est vraiment, comme le nom l'indique, le game, donc jeu et plan de jeu. Ta stratégie, c'est un plan de jeu, c'est ta stratégie pour gagner le combat. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, juste venir et te battre, ça marche pas. Je vais l'épuiser au début, ouais, je vais être il faut une stratégie de, voilà, lui, il préfère ça. On a vu sur telle vidéo, tel truc, il est bon dans ça, dans ci, toi, t'es fort dans ça. Il faut absolument l'empêcher de pouvoir faire ça. Toi, il faut que tu le ramènes au sol. Il prend les crochets. Ou il faut passer le premier rang. La famille, je vais vous laisser. Ça fait 37 minutes qu'on regarde l'interview. Elle dure plus d'1h50. D'accord? Donc, je vais vous mettre le lien en description sur la chaîne Légende. De toute façon, c'est indiqué là directement. Voilà. Je peux regarder plus, mais par rapport à la chaîne YouTube Légende, voilà. Je préfère, on a regardé une partie ensemble. Si vous voulez aller voir le reste, allez directement sur la chaîne. Voilà les amis, en tout cas, très belle interview de Morgan. Vous allez voir, hein, il va parler quand il a été dans d'autres pays où c'est parti en cacahuète. Il va parler aussi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, où il a
Il s'est tapé, je crois, avec son pote contre 5-6 mecs, etc., etc. Bref, il y a des moments pépitaresques. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao.